Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vous propose de voir le cours sur le chapitre du mouvement dans un champ uniforme. Donc dans ce cours, on va se limiter au mouvement d'un point dans un repère. Donc vous avez trois vecteurs essentiels à savoir, donc le vecteur position, le vecteur vitesse et le vecteur accélération. Donc on prend un point M en mouvement par rapport dans un repère. Voilà, on prend d'origine O, on prend deux axes X, Y et on prend un point M. Initialement, il est en point M0, ensuite M1, ainsi de suite. Donc, pour définir la position de ce point M par rapport à l'origine O, ou bien dans ce repère, on va déployer le vecteur OM, ou bien le vecteur position. Le vecteur position, c'est tout simplement un vecteur qui va permettre de définir la position d'un point M en fonction du temps par rapport à l'origine du repère. Donc ce vecteur, comme n'importe quel vecteur, il a des coordonnées. Donc il a x de t et y de t comme coordonnées. Bon, donc ensuite on a le vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, c'est le vecteur qui va définir la vitesse de ce point. Donc ce vecteur vitesse, il a aussi des coordonnées Vx, Vy et Vz. Cette vitesse, elle va varier au cours du temps, donc elle va dépendre de t. Donc on aura V de t, Vy de t, Vz de t. Il existe une relation entre le vecteur vitesse et le vecteur position qu'il faut connaître par cœur. C'est celle-là, donc le vecteur vitesse, il vaut la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Cette relation, c'est à connaître par cœur. Elle sera déployée partout. Ensuite, le vecteur accélération, c'est un vecteur qui va nous permettre de déterminer la nature de ce mouvement. Donc cette vitesse, elle peut être constante tout au long du mouvement, elle peut varier, elle peut augmenter, elle peut diminuer. Donc on ne sait pas si ce mouvement il est accéléré, ralenti ou uniforme. D'où le rôle du vecteur accélération qui va permettre de savoir la nature de ce mouvement. Donc ce vecteur accélération, il aura aussi des composants AX, AY et AZ. Et on ne sait pas est-ce qu'il varie ou pas. Du coup, il dépend du temps. On met AX de t, AY de t et AZ de t. Ce vecteur accélération à son tour, il est lié au vecteur vitesse par la relation suivante. L'accélération, elle vaut la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Et ce sont deux relations essentielles à savoir. S'il y a deux points essentiels à connaître dans ce slide, ce sont les deux. Le vecteur vitesse, il vaut la dérivée de OM par rapport au temps. Le vecteur accélération, il vaut la dérivée de V de la vitesse par rapport au temps. C'est deux choses à connaître par cœur. On passe ensuite au type de mouvement. Donc, on a deux types de mouvements. Soit un mouvement rectiligne, soit un mouvement circulaire. Un mouvement rectiligne, vous connaissez déjà qu'un mouvement rectiligne, il se fait dans une droite. Donc, par exemple, on a un point M au mouvement. Donc, la trajectoire de ce mouvement, c'est une droite. On prend initialement, il est là, M0, M1, M2. Donc, ce point M, il est caractérisé par une vitesse. On va définir donc les caractéristiques de ce vecteur vitesse. Ce vecteur vitesse, comme n'importe quel vecteur, il a trois caractéristiques. Donc la direction, dans le cas d'un mouvement rectiligne, la direction c'est une droite, c'est celle-là, delta. Le sens c'est toujours le sens du mouvement. La norme c'est le vecteur vitesse. Donc on sait que ce vecteur vitesse il sera représenté comme ça. Donc ce mouvement rectiligne, il peut être soit un mouvement uniforme, soit un mouvement uniformément varié. Un mouvement uniforme, c'est un mouvement dont la vitesse est constante au cours du temps. Donc la vitesse, elle ne varie pas. Dans ce cas, le vecteur vitesse, il vaut une constante. On avait dit dans la slide précédente que l'accélération, elle vaut la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc, si on a un mouvement uniforme, la vitesse, elle sera une constante.
Donc la dérivée d'une constante en maths, la dérivée de 3, c'est 0. La dérivée de n'importe quelle constante, elle vaut 0. Du coup, le vecteur accélération, il vaut 0. Ensuite, concernant le mouvement uniformément varié, contrairement contrairement à ce cas, la vitesse cette fois-ci n'est pas une constante, mais c'est l'accélération cette fois-ci qui sera constante. Dans ce cas, le mouvement est dit uniformément varié. On passe au mouvement circulaire. Donc, un mouvement circulaire, c'est un mouvement dont la trajectoire constitue un cercle. Donc on prend M0, on prend M, un point qui est en mouvement circulaire. Il est initialement M0, M1, ensuite M2, ainsi de suite. Dans ce cas, on va plus travailler avec le repère normal qu'on connaît, c'est le repère cartésien, avec deux axes X, Y. On va intégrer un nouveau repère qui s'appelle le repère de Freinet. Un repère qui a deux vecteurs, UX et U tangentiel et U normal. U tangentiel, c'est quoi? C'est un vecteur qui est tangent au mouvement. On prend la tangente, on la trace, et on trace un vecteur qui est tangent au mouvement. U tangentiel. Ensuite, le U normal, il est perpendiculaire à la tangente. Donc U normal. L'accélération dans ce cas, elle a deux composantes. Elle a une composante tangentielle et une composante normale. La composante tangentielle, elle vaut dérivée de temps dérivée de la vitesse par rapport au temps. Pour la composante normale, c'est la vitesse au carré divisée par R. R, c'est le rayon du mouvement. Voilà. Ce cercle, c'est le rayon de ce cercle. Donc cette formule, à savoir, à connaître par cœur. On fera la même chose pour le mouvement circulaire. Pour le vecteur vitesse, il faut connaître les trois caractéristiques. On fera la même chose. Pour la direction, cette fois-ci, c'est la tangente au mouvement. Le sens, c'est le sens du mouvement. La vitesse, c'est la norme, c'est la vitesse. Ensuite, on va voir les lois de Newton. Donc, vous avez vu l'année précédente la première loi de Newton qui dit que dans un référentiel galiléen, si un système il est isolé, c'est-à-dire il est un système assimilé à un point matériel, il n'est pas soumis à une force, c'est-à-dire il est isolé, ou il est soumis à un ensemble de forces qui se compensent, c'est-à-dire pseudo-isolé, alors il est immobile ou il a un mouvement rectiligne uniforme. Donc, ce qui se traduit par si on a la somme des forces, elle vaut 0, et se compense, ce équivalent à deux choses. Soit ce corps, il est immobile, soit il est dans un mouvement rectiligne uniforme. La deuxième loi de Newton, c'est quoi? C'est une généralisation de la première loi de Newton. Elle dit quoi? Elle dit que la somme des forces appliquées à un corps, elle vaut sa masse fois son accélération. Donc en particulier, si ce corps il est en mouvement rectiligne uniforme, alors son accélération elle vaut 0. Donc la somme des forces elle vaut 0. Et donc on obtient la première loi de Newton. Donc on passe maintenant au premier exemple, c'est la chute libre. Donc on a une balle par exemple, en chute libre. En chute libre, ça veut dire elle est soumise uniquement à son point. Elle n'est soumise à aucune des forces. Ça veut dire on néglige toutes les autres forces. Par exemple, les forces de frottement, c'est négligeable. Du coup, on prend une balle. Pour nous, on va prendre le centre de gravité, c'est G, c'est ce qu'on va étudier. Et on prend le repère, voilà, on prend par exemple ici Z, X, et un sortant qui est Y. Ok, donc on va étudier le mouvement de cette balle par rapport à ce repère en fonction du temps. Donc notre but, c'est d'avoir x de t, y de t et z de t. Ça veut dire d'avoir le vecteur OM. C'est ça notre but.
Donc on va commencer. Donc toujours dans ces exercices, la première chose par laquelle il faut commencer, on va définir notre système. Quel est le système? Je me pose la question. Sur quel système je suis en train de travailler? D'accord, mon système c'est une balle de masse M et de centre de gravité G. Voilà. Ensuite, la deuxième chose c'est quoi? C'est les forces. Je me pose la question. Quelles sont les forces appliquées sur cette balle? Donc, ils ont dit dans l'exercice que cette balle, elle est en chute libre. Cela signifie quoi? Signifie que la seule force appliquée sur cette balle, c'est le poids. Donc, c'est le poids de cette balle ou bien la force appliquée par la Terre sur cette balle. La troisième chose qu'il faut faire, c'est de représenter ce poids. Représenter cette force. Je la représente. C'est la force P. Ensuite, ici, il faut identifier les forces plus les représenter. La troisième chose, c'est quoi? C'est énoncer l'énoncé de la deuxième loi de Newton. La somme des forces, elle vaut la masse fois l'accélération. Ce qui signifie quoi? Quelles sont les forces qu'on a? On a uniquement le poids. Ça veut dire le poids, il vaut la masse fois l'accélération. La quatrième chose qu'il faut faire. Donc le poids, il a une certaine formule qu'il faut connaître. Remplacer la formule ou bien remplacer l'expression du poids par la masse fois G que vous connaissez, donc c'est M fois G. Donc il faut aussi représenter le G. Le G, on va le représenter de cette manière. Donc P, M fois G, du coup on va injecter cette formule. Donc P égale M fois G. Du coup mg égale ma. On simplifie. Donc l'accélération, elle vaut quoi? J'ai juste inversé les deux. Elle vaut l'expression, elle vaut le champ de pesanteur G. Ensuite, quand on arrive à ce stade, donc on a l'accélération qui vaut le G. Je l'ai juste recopié. Donc dès qu'on arrive là, qu'est-ce qu'il faut faire? La cinquième étape, c'est quoi? C'est chercher les coordonnées du vecteur accélération. Donc vecteur accélération, comme n'importe quel vecteur, elle a des coordonnées x, des coordonnées y et z. X de t, y de t, az de t. Et il vaut quoi? Le g. Le g, il a quelles coordonnées? Ça, pour le g, c'est un vecteur qu'on connaît déjà. Il est déjà représenté. Il a un sens, une direction, une norme, on connaît déjà. Du coup, la question qui se pose ici, quelles sont les coordonnées de ce vecteur g? Donc on regarde, on va essayer de projeter le g sur tous les axes qu'on a. On a l'axe x, on a l'axe y et on a l'axe z qui est vertical, on a l'axe y qui est sortant. Donc, si on projette le g sur x, le g, il est perpendiculaire à x. Donc, toujours la projection d'un vecteur perpendiculaire à un axe, elle vaut 0. Donc, ici, on a 0. Pour le AY, AY, c'est un vecteur sortant. Il est aussi perpendiculaire à G. Donc, la composante AY, elle vaut aussi 0. Donc, la seule composante qui reste, c'est le AZ. Le AZ, c'est quoi? Donc, le G. Si on le projette sur AZ, le G, la direction de G, elle est parallèle à Z. Elles sont parallèles. Et ils sont de même sens. Elles sont parallèles, elles sont de sens opposé. Donc G égale à moins GZ. Moins, ça c'est pour le sens G. Donc, le vecteur accélération, il a trois composantes. 0, 0 et moins G. Donc AX elle vaut 0, AY elle vaut 0, AZ elle vaut 0 et moins G, je les ai remplacés. Et voilà. Donc, voilà, on a trouvé les coordonnées du vecteur accélération. La sixième étape, c'est quoi?
c'est chercher les coordonnées ou bien les composantes Vx, Vy, Vz du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse, il a des composantes Vx, Vy et Vz. On connaît une chose, on connaît que le vecteur accélération, il y a une relation entre le vecteur accélération et le vecteur vitesse. Donc le vecteur accélération, elle vaut la dérivée de la vecteur vitesse par rapport au temps. Donc j'ai déjà mon vecteur accélération, il faut trouver le vecteur vitesse. Donc le vecteur vitesse, c'est quoi en d'autres termes? C'est la primitive du vecteur accélération. Donc voilà, je vais juste recopier ici le vecteur accélération. Pour vecteur accélération, il faut savoir, on va trouver cette formule. Du coup, la primitive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opération inverse de la dérivée. Je pense à ce moment-là, vous n'avez pas encore entamé le cours de primitive en maths. Mais il n'y a pas de problème, il faut juste connaître 3 formules. Et c'est bon. Alors, 2, on va les entamer maintenant et l'autre après. La primitive d'une constante, elle vaut... la primitive dans 0, c'est une constante. Ça veut dire, quand je te dis la dérivée, on va prendre par exemple f de x, g de x égale à 0. G' de x égale à 0. Ça veut dire, quelle est la fonction que je dois dériver pour obtenir un 0? C'est toujours une constante. Si je dérive une constante, j'obtiens 0. F'. Si on a f' de x, elle vaut une constante. Par exemple, elle vaut 3. La fonction f de x, elle doit valoir quoi? Donc 3 fois x plus une autre constante. 3x plus une autre constante. Plus par exemple le constant ici. Ben, si on dérive le f de x, la dérivée de la constante c'est 0, la dérivée de 3x c'est 3. Et voilà, on obtient celle-là. Donc ces deux formules, c'est à connaître. Si vous arrivez à cette étape et que vous voulez primitiver, vous voulez trouver, ça veut dire quoi? Vous voulez trouver, ici vous voulez trouver le vecteur vitesse qu'il faut dériver pour trouver le vecteur accélération. Donc il faut trouver la primitive de 0, la primitive de moins g. Toujours, la primitive de 0, c'est une constante. La primitive de moins g, c'est moins g fois t plus une constante. En maths, on a le x. Son équivalent en physique, c'est le t. C'est bon. Du coup, je vais effacer ces deux et je continue. Donc, on a dit que il faut primitiver. Donc, faire la primitive v. Donc, pour primitiver le 0, donc la primitive de 0, c'est une constante ici. C'est 1 par exemple. La primitive de 0 ici, c'est C2. La primitive de moins g, c'est moins g fois x en maths, c'est 3 par exemple. Tout à l'heure, on avait 3 fois x plus une constante. C'est moins g fois t plus une constante. Une constante, c'est 3 parce que les constantes, elles sont différentes. Donc, il faut juste mettre C1, C2, C3. Donc, juste pour les différencier. Vous mettez ce que vous voulez. Donc, la vitesse, elle aura cette formule, C1, C2. Donc, elle aura 3 composantes, C1, C2 et moins gt plus C3. Donc ici, on a 3 constantes qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut savoir trouver le C1, C2, C3. Donc la prochaine étape sera la détermination de ces constantes. C1, C2, C3. Donc l'étape 7, c'est quoi? C'est déterminer C1, C2, C3. Il faut trouver leur valeur. Donc toujours, quand on veut déterminer les constantes C1, C2, C3, ou bien n'importe quelle constante en physique, il faut revenir aux conditions initiales. Toujours, il faut revenir à l'exercice, aux conditions initiales. Qu'est-ce qu'ils disent? Initial. Donc, on revient à l'exercice et on regarde. Donc, ici, il faut que je vous mentionne que j'ai lancé, par exemple, la balle sans vitesse initiale. Par exemple, je vais ajouter ici, on lance une balle sans vitesse initiale. Vitesse initiale, par exemple. Donc, ce qui veut dire que la vitesse, initialement, elle vaut 0. Donc, le vecteur vitesse, il vaut 0. C'est bon. On passe. Donc, le vecteur vitesse, il a une formule. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le vecteur vitesse, il vaut 0.
On revient à notre formule, à t égale à 0, que la formule qu'on vient de trouver tout à l'heure. C1, C2, C moins GT plus C3. Donc V à t égale à 0, et je remplace C1, C2, et je remplace mon temps de t par 0. Donc ça donne moins G fois 0 plus C3, donc c'est C3. Donc V, elle a 3 composantes, C1, C2, C3. V, elle a 3 composantes, 0, 0 et 0. Du coup, ces deux formules, elles sont égaux. Ici, ces deux, ils sont égaux. Donc C1, il vaut 0, C2, il vaut 0, et C3, il vaut 0. Donc, C1 égale à C2 égale à C3 égale à 0. Et voilà, on a déterminé les constantes. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Injecter ces constantes dans cette formule pour déterminer la formule finale de V. Donc on sait G1, V1, C1 égale à C2 égale à C3 égale à 0. Donc je reviens, donc la huitième étape, je reviens à la V et je remplace GC1, C2, C3 fois moins C3 fois pardon, moins G fois T plus C3. Je remplace, on remplace, voilà. Et donc on va obtenir 0, 0, moins GT. Et voilà la formule finale de V. Il ne faut pas oublier notre objectif, c'est quoi? C'est de déterminer le vecteur OM, ça veut dire le vecteur position. Donc pour déterminer le vecteur position, on se rappelle qu'il y a une relation entre le vecteur vitesse et le vecteur position. La relation, c'est la suivante. Le vecteur vitesse, il vaut la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc la huitième étape sera de déterminer le vecteur OM. Donc le vecteur OM. Pour trouver le vecteur OM, comme ce qu'on a fait pour le vecteur accélération avec le vecteur vitesse, c'est quoi? C'est la primitive du vecteur vitesse. Ça veut dire quelle est la formule qu'on peut dériver pour obtenir ce vecteur vitesse qu'on a obtenu tout à l'heure. Voilà, 0, 0 et moins gt. Ok, on va recopier le vecteur vitesse ici. 0, 0, moins gt. Donc, quelle est la fonction que je dois dériver pour obtenir un 0? On vient de dire tout à l'heure, on a dit que c'est une constante, C1, C2, ben, vous la nommez comme vous voulez. Mais il faut faire attention, ici, c'est pas le C1 qu'on avait eu tout à l'heure. Pour éviter cette confusion, je vais mettre par exemple C4. Ok, on fera la même chose pour le deuxième 0, en C5. Cette fois-ci, pour moins, on a moins gt. Il faut primitiver la fonction moins gt. Donc, en maths, je vais revenir à un petit rappel mathématique. Si vous avez une fonction f de x qui vaut 3x carré, la dérivée de f de x, c'est f' de x, elle vaut, on prend juste x carré, c'est pas la peine de prendre 3x carré, on prend, c'est 2 fois x plus une constante. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus une constante parce que la dérivée de cette constante, elle vaut 0. Donc, ok. Du coup, il faut actuellement faire l'opération inverse. On a moins gt, ça veut dire on a une constante fois x qu'il faut primitiver. Donc on aura un x carré. Ok, donc c'est moins g t carré plus une constante, c6. Ok, mais on va dériver, toujours on dérive et on regarde est-ce que ça donne la même chose. Si je dérive moins gt carré, je prends moins gt carré plus une constante c6, je la dérive. Je vais obtenir moins 2gt plus, c'est bon, moins 2gt. On n'a pas de 2 ici, donc il faut diviser par 2. Donc à retenir toujours, c'est moins gt carré sur 2 plus c6, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas la formule, mais il faut retenir que la primitive d'une fonction x carré, c'est quoi? C'est la primitive d'une fonction k fois x, c'est k fois x carré sur 2. Donc kx, si tu veux la primitiver, bah on la note comme ça normalement, c'est k fois x carré sur 2. Donc ici, vous avez moins gt, c'est quoi? C'est moins gt carré sur 2. C'est bon? Voilà. Donc ici, la formule, elle n'est pas encore prête. Le vecteur OM, il dépend de 3 constantes. C4, C5, C6. Donc la question, c'est quoi? Ces constantes, elles valent combien? Donc la neuvième étape, ça sera la détermination
de ces constantes. C3, pardon, C4, C5, C6, elles valent combien? Ok. Comme ce qu'on avait fait tout à l'heure, pour trouver les valeurs de ces constantes, il faut revenir aux conditions initiales. Conditions initiales. Les conditions initiales, ça veut dire à t égale à 0, il faut se poser cette question, à t égale à 0, quelle est la position de la balle à t égale à 0? Par exemple, je vais vous donner, voilà, je vais retracer, je vais refaire le schéma, et je suppose que la balle, on l'a jetée d'une position H, et je prends l'origine, par exemple, on a dit ici le O, on prend ici X, et on prend ici Z, et on a jeté la balle d'une position H. Donc initialement, quelle est la position initiale de la balle? Donc initialement, elle était ici. M0 par exemple. Donc il faut trouver la position au M0. Donc au M0, c'est comme c'est un point ici au M0, donc il était initialement où? Donc c'est juste les coordonnées de ce M0. Donc X, c'est coordonnées par rapport à X c'est 0, par rapport à Y c'est H, et par rapport à Z, par rapport à Y c'est 0, et par rapport à Z c'est H. Voilà, parce qu'il a une hauteur par rapport à H, par rapport à Z. Ok, donc au M, 0, elle vaut 0, 0, H. Ensuite, on va faire la même chose, on va revenir à la formule qu'on a trouvée tout à l'heure et retrouver au M0, c'est quoi? On va remplacer T par 0. C4, C5, C6. Je reviens. C'est C4, C5, C6. J'ai juste remplacé le T qui est là par 0. Ok. Cela veut dire quoi? Ces deux formules nous disent quoi? Nous disent que C4, elle vaut 0, C5, elle vaut 0, C6, elle vaut H. Donc C4, elle vaut 0, C5, elle vaut 0, C6, elle vaut H. Donc on fait quoi? On injecte ces constantes dans la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, OM. Ok, donc on a dit OM, C4 est là comme première composante, c'est C4. Je recopie la valeur de C4, c'est 0. La deuxième composante, c'est C5, elle est là. On a dit que C5, elle vaut 0. Donc, on met un 0 ici. Le C6, ça vaut moins GT carré sur 2 plus C6. Pardon, la composante, le Z, elle vaut moins GT carré plus, non, plus C6. Moins GT carré sur 2 plus C6, elle vaut combien? Elle vaut H, plus H. Et c'est bon, on a fini notre étude. On a trouvé le vecteur OM en fonction du temps. Donc suite à cette question, on peut vous poser une autre question. À quel moment t, cette balle, elle va tomber par terre? On va jeter la balle, on a dit qu'on va jeter la balle d'une hauteur h et on veut savoir à quel moment elle va taper le sol. Ça veut dire quoi? À quel moment le z, il sera nul? Donc je cherche quoi? Je cherche quand est-ce que le z, il vaut 0. Le z, il vaut 0 quand moins gt carré sur 2 plus h, elle vaut 0. Et ça implique quoi? Et je passe le h de ce côté. Moins gt carré sur 2 égale à moins h. J'enlève le moins avec le moins, ça donne. Je passe le 2 de ce côté, donc gt carré égale à 2h. Ce qui implique quoi? Ce qui implique que t carré égale à 2h, oula, 2h sur g. Ce qui implique quoi? Que le t égale à la racine de 2g sur h. Par exemple, on peut vous poser cette question. Donc voilà pour cette première partie de cours. Donc il nous reste à travailler sur d'autres exercices, sur d'autres points. Donc n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires si vous avez des questions. Donc s'il y a un point qu'il faut clarifier, si vous avez des exercices que vous voulez qu'on entame dans cette chaîne. Donc n'hésitez pas à m'envoyer, à écrire sur les commentaires de la vidéo.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et je vous espère une bonne continuation. Merci.